Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet inédit sur le tilt, celui de la construction d'un plan de carrière en vue d'atteindre la liberté financière. Il y a toujours ce conflit à l'intérieur de chacun de nous. D'un côté, nous avons besoin de travailler pour obtenir un revenu à la fin du mois pour vivre et profiter. De l'autre, nous aimerions trouver un moyen d'avoir une vie plus plaisante, un travail moins contraignant ou alors une activité qui nous permette de nous épanouir pleinement. Malheureusement, il n'y a pas de solution toute trouvée pour résoudre cette équation. Mais il y a Victor qui propose une alternative qui pourrait y répondre en partie. Il s'agit du mouvement FIRE. FIRE, ça veut dire Financial Independence Retire Early. Vous m'excuserez l'accent. En d'autres termes, construire son indépendance financière dans le but d'atteindre la retraite de manière précoce. Victor Laura est l'importateur de ce mouvement américain en France. C'est un entrepreneur aguerri qui gère plus de 10 business à la fois et a atteint sa propre retraite à 30 ans. Avec Victor, nous échangeons sur le tilt qui l'a fait s'intéresser à ce sujet, alors qu'il travaillait en banque d'affaires à la Défense. Je lui ai également demandé quels sont les bénéfices et les inconvénients d'une telle démarche, comment construire son plan de carrière avec cet objectif d'indépendance financière, et qu'est-ce que l'on fait de ces journées quand on n'a plus de contraintes. Si la démarche vous tente, je vous conseille d'écouter attentivement et pourquoi pas même prendre des notes. On parle de stratégie d'investissement en bourse, en immobilier, de chiffres et de calculs précis. Tout ça vaut la peine d'y prêter une oreille concentrée. Bonne écoute! Salut Victor! Bonjour Léa! Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir enfin à mon micro. Ça fait 1 an qu'on essaie de trouver une date et on y est. Donc vraiment, sois le bienvenu ici. Ensemble, on va parler de liberté financière. Tu es la personne qui a importé le mouvement FIRE en France. FIRE, ça veut dire Financial Independence Retire Early. Tu vas nous en dire plus sur ce monde-là bientôt. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Alors, je te remercie pour cette question d'ailleurs que tu m'as posée juste avant qu'on lance l'enregistrement, parce que tu m'as dit que de temps en temps on pouvait bégayer. Et c'est vrai que c'est une question que je trouve très dure à répondre. Moi, je pense que de base, je suis un mec passionné, assez cool, et j'aime faire des choses. Donc, j'aime faire des projets. Alors, c'est pas forcément du boulot, mais j'aime faire des trucs. Donc, ça peut être j'organisais des soirées, j'organisais des choses. Enfin, je suis quelqu'un vraiment de motivé et je m'accomplis en faisant des choses. Donc, je dirais quelqu'un d'assez cool, de passionné, qui aime bien découvrir des nouvelles choses et qui aujourd'hui a des nouvelles passions, comme le surf, le kitesurf, la boxe. Je pense que c'est des passions pour tous ceux qui ont des vies assez intenses. Et je crois qu'il y a des personnes qui écoutent ton podcast qui, à mon avis, seraient très intéressées de tester ces sports-là. Génial. Tu t'en es bien sorti. J'ai senti un petit vent de panique avant qu'on commence à enregistrer en mode « mais qu'est-ce que je vais répondre ?» Et finalement... Très, très chouette. Super. Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui ? Ouais, alors aujourd'hui, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc, j'ai une dizaine de boîtes et l'histoire assez classique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai atteint un seuil de revenus par mois avec de l'immobilier et des business que j'avais alors que j'étais salarié. Et aujourd'hui, j'ai encore une grande partie des business que j'avais à l'époque et j'en ai créé d'autres.
Donc là, par exemple, j'ai un véhicule d'investissement pour acheter des entreprises. J'ai un autre véhicule pour investir dans tout ce qui est crypto, NFT, quelque chose qui a un petit peu été compliqué ces derniers temps. Et après, j'ai des entreprises que je peux avoir créées ou fait des associations. Donc, par exemple, une école de reconversion qui s'appelle Care School, qui permet aux gens de devenir CSM, de changer de métier dans tout ce qui est commercial. Et après, j'ai d'autres activités, d'autres organismes de formation. J'accompagne les personnes sur l'immobilier aussi. J'ai tout mon parc immobilier. Donc là, j'ai 150 lots. Je fais 1 million de loyers par an. Ça représente à peu près 10 millions d'investis. Donc ça, c'est en propre pour moi. Donc j'ai tout ça. Ça m'occupe pas mal. Et justement, on en discutait juste avant. Et je pense qu'on est tous dans des périodes de transition. Et là, je suis dans une période de transition aussi, où finalement j'ai tout ça, c'est très intéressant, sauf que je me rends compte que j'évolue pas forcément sur tous les aspects de ma vie. Et là, la partie un peu pro et la partie où j'investis beaucoup d'énergie, j'aimerais bien la diminuer pour être plus relax, être plus chill. Et je pense que c'est pas mal de choses que les personnes qui écoutent ce podcast cherchent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir mon feedback après coup. Donc une fois qu'on atteint l'indépendance, peut-être qu'à un moment, en fait, le travail ne s'arrête jamais. Je pense qu'il y a des moments de vie et on retourne dans des moments de vie qui changent et qui changent. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, tu as devancé une de mes questions, mais on y reviendra plus tard, de qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint cette liberté financière. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le mouvement FIRE et puis par extension, ce qu'est le frugalisme ? Oui. Alors, le mouvement FIRE, ça vient des États-Unis des années 90. Du coup, on est vraiment dans la société de consommation à l'américaine. C'est-à-dire que le succès, c'est quoi ? C'est d'avoir sa maison en banlieue, de bien gagner sa vie. Alors, potentiellement à l'époque, ça vient un peu des années 70, mais d'avoir une femme au foyer, un mec qui travaille, ou la nouvelle un peu version, c'est tous les deux qui travaillent, qui gagnent très bien leur vie. Et ça veut dire on gagne plus et on dépense plus. Et finalement, on vit une vie à l'américaine, success story à l'américaine. Le mouvement FIRE, ça vient de là en se disant, zut, déjà, j'ai pas forcément envie de suivre ça. Donc normalement, ceux qui suivent le mouvement FIRE à l'origine, ça va être des personnes qui ont des moyens, qui sont successful, qui ont fait des études et qui se disent, soit je choisis de me lancer dans une carrière et de beaucoup gagner, ou même d'être entrepreneur et de beaucoup gagner, soit je peux peut-être choisir un autre style de vie. Et du coup, ça va être des personnes qui vont, avec le capitalisme, c'est très lié, vont se rendre compte que finalement, travailler, gagner beaucoup et dépenser beaucoup, ça mène à pas grand-chose. Ils vont se dire, finalement, est-ce que le travail, c'est une fin en soi ? Donc ça dépend aussi si le travail, c'est une fin en soi, ou si le travail, ça sert à faire quelque chose. Et ces personnes se sont rendues compte que finalement, en mettant un montant d'argent de côté, elles pouvaient vivre de ce montant d'argent, d'où le monde capitaliste, on pourra dire comment faire, etc. Et finalement, elles vont se dire, OK, comment je fais pour très vite avoir ce montant d'argent ou avoir ces revenus passifs, donc qui ne dépendent pas du travail, pour pouvoir faire ce que je veux. Et généralement, c'est des personnes qui alors elles vont pas forcément s'arrêter de travailler, elles vont potentiellement faire un autre métier, je pense que tu dois en parler mieux que moi, ou elles vont faire des projets qui peut-être travailler moins, peut-être travailler 2 jours par semaine, ou faire un travail qui rémunère moins. Le frugalisme, c'est une extension de ce mouvement FIRE, parce qu'on retrouve, en fait, dans la version pure américaine à San Francisco, la méthode la plus pure de faire un FIRE, pour que ce soit plus passif, c'est que de l'investissement en bourse. D'accord. Pourquoi ? Parce que la bourse, c'est hyper passif. En gros, ce qu'on fait, c'est on ouvre un compte bancaire, on achète des actions diversifiées de boîtes et on attend. Et là, il y a un calcul qu'on peut faire, c'est en gros, on investit un montant, ça peut nous rapporter 4% par an. Du coup, par exemple, si on veut avoir 2 000 € par mois, il faut avoir 600 000 € investis. Et ça, c'est le truc le plus passif. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on investit en bourse, on ne s'amuse pas à acheter du Total, à acheter du LVMH, etc., à trader. Non, on place simplement de l'argent. Par contre, il faut avoir des gros montants placés. Et du coup, quand on fait ça, finalement, c'est que de l'épargne au début. Donc, il faut réussir à épargner beaucoup. Donc, si on prend le modèle américain, ça va être un gars qui travaille chez Google, il gagne 10 à 30 000 par mois et il va mettre 50 à 80% de ce qu'il gagne de côté. Il va dépenser très peu pour finalement, au bout de 8 ans, réussir à vivre avec 50 à ou plutôt 80% de ce qui... T'as fait le calcul ? Ouais, j'ai fait le calcul. Les calculs sont bons. D'accord. Donc, les calculs, c'est si vous... donc, les 2000, c'est bon, vous pouvez le refaire. Et puis, si vous refaites le calcul, vous faites des 4%, vous faites en gros 2000 fois 12, et après vous divisez par 4%, donc vous multipliez par 25, c'est la même chose, et là vous tombez sur les 600 000. D'accord. Et pour le cas de l'ingénieur américain, ça fonctionne, alors le calcul est beaucoup plus compliqué là. En gros, si vous épargnez 80% de ce que vous gagnez, au bout de 8 ans, en fait ça revient, vous refaites le même calcul qu'avant, mais avec... plusieurs inconnus, et en gros, vous arrivez à vivre avec 20% de ce que vous gagnez. Du coup, l'argent avec lequel vous vivez avant. Donc, par exemple, vous gagnez 10 000 € par mois, vous vivez avec 2 000 €, vous investissez 8 000 € par mois. Au bout de 8 ans, ce que vous avez investi, ça va être 2 000 € par mois que vous allez avoir. D'accord.
Ok. J'espère que c'est à peu près clair. Ouais, je pense ouais. que, Au pire, je mettrai un petit, je le mettrai par écrit pour que tout le monde puisse le lire Exactement. à tête reposée. Alors, c'est des posts, je t'enverrai les liens, c'est des posts que je fais sur LinkedIn où je fais tous les détails des calculs, Ok, donc tu as super. tout, donc tu Très pourras les bien. avoir. Et du coup, le frugalisme vient de ça. C'est finalement d'un plat, on va dire un plat frugal, c'est-à-dire un plat où il n'y a pas beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la méthode pure américaine, et si on ne fait que l'investissement en bourse, Ouais. on se rend compte qu'il faut limiter son niveau de vie. Et du coup, d'où la frugalité, d'où peu consommer. En réalité, pour la majeure partie d'entre nous, et moi le premier, ce modèle-là ne marche pas parce qu'il faut des sommes. Voilà, on est sur des montants à 10 000 euros par mois, etc. Puis on est dans un modèle français où on n'a pas accès. Finalement, l'argent auquel on a accès à la fin de chaque journée, sauf si on est indépendant, c'est 50% finalement du coût total de son salaire. Ouais. Donc en gros, ce que vous avez en salaire net, Ce qu'on voit passer. Ouais. ça coûte 2 fois plus cher pour votre employeur. Et en fait, le truc au-dessus, on ne le voit pas, mais c'est de la retraite. En fait, c'est des cotisations retraite et autres, et ça, on ne le voit pas. Et du coup, on a des petites sommes en réalité en France, et du coup, c'est compliqué de faire que de la bourse. Donc, si je résume, en gros, l'idée, c'est de réduire au maximum ses dépenses pour investir au maximum pour avoir un rendement sur un temps donné qu'on aura choisi soi-même. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que, en gros, en France, faire juste ça, ça marche pas. Parce que si on fait des calculs, par exemple, on gagne aujourd'hui, on gagne assez, entre guillemets, enfin, quand on a fait des études, quand on est dans un domaine qui rémunère bien, on est entre du 2006 et je pense qu'il y a un premier gros plafond de verre à 8 000 euros par mois. Et en fait, dans ces montants-là, déjà, on est fortement imposé et ça fait pas des grosses. Enfin, on peut épargner. Potentiellement, alors c'est compliqué de son rythme de vie, mais voilà, même si on gagne 8 000 euros par mois, bon, il y a les impôts, et puis potentiellement, bon, bah, ça dépend quel est, si on habite chez ses parents, ça va, mais sinon c'est compliqué, et du coup c'est assez dur d'épargner des grosses sommes. Du coup, en France, même aux États-Unis, finalement, le seul système de capitalisation de bourse ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Les autres choses, il y a l'immobilier où là, on utilise sa capacité d'endettement, surtout en France, ça marche bien. Pour faire plein d'investissements locatifs. Donc moi, c'est ce que j'ai pu faire quand j'avais atteint mon seuil, donc à 30 ans, j'avais 4 000 euros par mois, je crois que j'avais 10 appartes. D'accord. Donc il faut acheter des appartes ou des immeubles, etc. Et même ça peut ne pas suffire, parce que l'immobilier, on est limité au bout d'un moment. Bon, il y a plein de techniques. Oui, la capacité d'endettement, surtout quand tu es salarié, qui arrive très vite. C'est ça, capacité d'endettement. Alors après, il y a des techniques, en fait, des structurations qui permettent de dépasser ça. En gros, si vous pouvez emprunter aujourd'hui, alors là, on a des taux à 4%, mais si vous pouvez emprunter aujourd'hui, disons 200 000 euros, en faisant des structurations particulières, vous pouvez faire un x3, quoi. Vous pouvez monter à 600 000 euros. Ok, donc tu veux dire par exemple emprunter via une boîte, c'est ça. Via une SCI, j'imagine. Ouais, on peut structurer, alors si on trouve la bonne banque, la bonne chose, via SCI AIS par exemple, l'endettement peut ne pas être pris en compte. D'accord. Après, on peut le faire via des boîtes, mais il faut encore avoir une boîte qui fait des revenus. Ça, c'est un peu différent. Mais une SCI, c'est une boîte. Et après, il y a d'autres. Après, on peut s'associer. Donc, en fait, on peut trouver des méthodes pour pousser x3 son endettement. Et après, il y a encore d'autres choses où on peut aller plus loin. Mais grosso modo, on peut compter un x3, quoi. Ok. Donc, en gros, là, tu nous partageais déjà 2 premiers piliers. Donc, l'investissement en bourse, l'investissement dans la pierre. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres leviers d'enrichissement qui sont indispensables pour le FIRE? Alors, alors, moi, je pense, pour la majeure partie d'entre nous, ils sont indispensables parce qu'on n'y arrivera pas simplement avec un montant financier. En fait, l'équation, c'est si vous avez un besoin, par exemple, de 2 000 euros par mois, il vous faut 600 000 euros en bourse. Si vous avez 600 000 euros ou la capacité de mettre 600 000 euros de côté, alors c'est moins en réalité parce qu'il y a des intérêts composés, mais si vous avez un capital de 600 000 euros, ça peut le faire. Donc, si c'est ça, pour la majeure partie d'entre nous, ce sera plus que 2 000 euros par mois. Et on ne sera pas en capacité d'avoir 600 000 euros avant peut-être 20-30 ans d'épargne. Du coup, premier, il y a la bourse. On peut mettre un peu de crypto dedans, même si c'est à peu près la même approche. On peut mettre, quand on fait qu'on achète, on fait du DCA, donc on achète tous les mois la même chose. Le deuxième, ça va être l'immobilier, donc c'est ce dont on va parler, principalement du locatif. Et après, le dernier, c'est le business, simplement. Ok. Donc le business, là, on ne rentre pas normalement dans... donc là, on va aller chercher du business passif qui, normalement, n'est pas du business, par exemple, solopreneur aujourd'hui. Ça va plutôt être des business, donc des sites Internet qui vont tourner tout seuls, donc avec du SEO. Donc ça demande beaucoup d'énergie au début. Oui, c'est ça. Et ouais. Moi, j'accompagne des gens qui, justement, sont dans ces transformations de vie-là. Et souvent, on me dit, mais moi, je veux monter un business qui tourne tout seul. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que il y a un temps et un travail incompressible au départ pour monter le business, quoi. Ça demande de s'y mettre vraiment.
Ouais, c'est en fait ce qu'on voit pas. Oui, ça marche. Oui, ça existe. Oui, il y en a plein. Oui, moi j'en ai plein. Par contre, par exemple, là aujourd'hui, on est dans mon espace de coworking à Paris. Ça m'a demandé du boulot de le lancer au début en 2014. Après, j'ai gagné alors 5 000 euros par mois donc en résultat net. Donc si je me le verse, 2 500 euros par mois. J'ai eu des moments, ça marchait très bien, genre pendant 1 ou 2 ans, j'ai rien eu à faire, etc. Puis un moment, la personne qui gérait l'espace pour moi est partie, il a fait que je m'en occupe. J'ai un moment, j'ai eu une chaudière qui a pété, j'ai eu plein d'autres problèmes, il a fallu que je m'en occupe. Donc ce truc-là a demandé beaucoup d'énergie au début. Ouais. Il y a quand même des phases où c'est un peu down, il faut revenir. Et en fait, de croire qu'un business, pour moi, il n'y a pas de... À moins d'avoir, par exemple, fait une chanson, écrit un livre, où on a des royalties très intéressants d'un point de vue fiscal, je vous encourage à regarder ça, où on a des... par exemple, mon livre me rapporte, je crois, 5 000 euros par an, entre 5 et 10 000 euros par an. D'accord. Alors en plus, c'est un salaire. Mais c'est énorme, t'en vends combien? J'en vends 10 000. Ah ouais. En gros, on gagne un auteur, enfin, ça dépend comment tu fais, mais le business, si toi, demain, tu signes un livre, tu as de grandes chances de gagner à peu près 2 euros par livre vendu. Bah oui. Donc, il faut en vendre pas mal. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et ça peut... indirectement, ça peut être une... Alors, soit c'est un livre qui devient un best-seller et qui se vend sans que tu aies quelque chose à faire. Et là encore, je pense que dans mon cas, c'est parce que je suis toujours présent, du coup, les gens, je l'achète. Si j'étais plus là... Mais après, tu peux faire quelque chose qui marche. Une chanson, tu peux faire un quelque père chose... riche, père pauvre. Exactement. Et ça donc lui, je pense qu'il a plus besoin aujourd'hui, mais à mon avis... Alors, c'est tout un truc, on pourra en parler, mais moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, OK, écrire un livre, c'est cool, mais si j'en fais pas un best-seller, ça sert à rien. Donc, je me suis mis dans cette optique-là. D'accord. Et je me suis vite rendu compte de ce qu'il fallait faire pour... Enfin, c'est tout un business de faire ça. Tu parlais de la musique tout à l'heure. Je regardais une vidéo de Seb. Tu connais le youtubeur Seb, qui donnait des nouvelles des chanteurs dont on n'avait plus entendu parler depuis des années. Et il parlait notamment de Indila. Tu connais Indila, la chanteuse qui a une voix super aiguë? Alors oui. Et alors elle, je ne savais pas, un album, il y a 20 ans, et c'est la chanteuse française qui fait le plus de royalties sur cet album. Voilà. Incroyable. Donc, devenez Indila. C'est ça. Alors là, il y a des vrais coups à jouer. C'est comme... alors après, c'est effectivement les One Hit Wonder. Donc les mecs qu'on fait, c'est comme Born to Be Alive. Alors je sais plus, je crois que le gars... Alors je sais plus, mais je crois qu'il gagnait 3 000 euros par jour, un truc comme ça. Et même aujourd'hui, tu vois, il est toujours là. Bon, après, ça, effectivement, il y a certains... Ça marche. Alors je pense que... C'est assez marrant, c'est un peu comme les startups, quoi. À mon avis, il y a une courbe de pourcentage de réussite. Effectivement, si vous réussissez votre startup, vous la vendez. Alors, moi, oui, j'ai quelques potes. Alors, quand on lit les journaux, déjà, on nous arnaque de tous les côtés parce qu'il y a plein de gens qui vendent des boîtes. Alors, pour le coup, moi, j'en connais pas mal. En réalité, les boîtes ne sont pas vendues. C'est vendu à la casse. Ils ont été 6 ans sur leur boîte. Ils encaissent 200 000 euros. Super, ils sont payés 1 500 balles pendant 6 ans. Yes, tu vois, c'est ça. Et encore, ils ont réussi à vendre leur boîte. Tu vois, voilà, la plupart, ils réussissent pas. Moi, j'ai plein de potes qui croûtent leur boîte, tu vois. Ouais, mais c'est le pad de tous les salaires qu'ils n'ont pas touchés. Ouais, mais tu sais, 300 000 balles, je pense que même là, parce que tu vois, tu gagnes 3 000 balles par mois. Ça fait 6 000 par mois réellement en coût chargé. Tu es à 60 000 euros, un peu plus, tu es à 70, 6 et 6, 12, 72 000 euros par an. Bon, et lui, il a bossé, tu vois, en 3 ans. En gros, ça fait des. En gros, la problématique. Et après, effectivement, ça peut marcher, mais le taux de succès est hyper bas. Et du coup, pour augmenter son taux de succès, c'est un peu ça le FIRE, c'est on se dit, bon, l'investissement en bourse, c'est fait, normalement ça marche, c'est bon, donc depuis un certain nombre d'années, on le fait. L'IMO, c'est un process basique, on y va. Et après, les side business, il y a plein de trucs qui marchent, mais déjà, le taux de succès est plus faible, il y a plus de boulot qui est demandé. L'immobilier, c'est comme si c'était un business, mais enfin voilà, les gens ont besoin de se loger, on achète un bien, on met en location, c'est très basique. Ouais, complètement. Le business, c'est plus compliqué. Après, la start-up, alors moi, j'ai pas mal été dans les start-up compliquées, quoi. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on puisse aborder ce sujet-là du FIRE selon le prisme de quel plan de carrière adopter pour justement se rapprocher de cet objectif-là. Juste avant qu'on peut-être deep dive dans ce sujet-là, est-ce que tu peux me dire quel a été ton tilt à toi pour t'intéresser à ce sujet? Ouais. Alors, donc j'ai eu un vrai tilt quand j'avais une vingtaine d'années. Donc j'avais fait une école de commerce et je travaillais en banque d'affaires. Donc j'avais choisi le métier finalement qui paye le mieux et qui était fashion à l'époque. Donc j'avais une vingtaine d'années, je gagnais entre 3 et 4 000 euros par mois, ce qui est toujours un très bon salaire. Et à un moment, en fait, en faisant ce métier-là, donc c'est un métier où on travaille beaucoup, donc je travaille comme le conseil, au sud du conseil. Je travaillais peut-être 90 heures par semaine, je rentrais souvent à 2 heures du mat chez moi. Moi, j'étais très content de faire ça à l'époque, c'est assez valorisant, pour l'ego, on fait plein de choses, etc. On a l'impression qu'on fait un taf intéressant.
Et à ce moment-là, je me suis dit, finalement, il y a des moments durs, comme chaque métier, et je me suis dit que j'allais jamais tenir. Je me suis dit deux choses. Je me suis dit, un, je vais jamais tenir. Donc, chaque semaine, je recommençais et je me disais, bon, c'est peut-être la dernière. Et après, je regardais, c'est une pyramide. En fait, tout le temps, c'est des pyramides, les métiers. Et je regardais et je me suis rendu compte que finalement, bon, les directeurs, je sais pas, dans la banque où j'étais, ils étaient peut-être 10, quoi. Il y avait 10 directeurs et tout en bas, on était, je sais pas, 100. On était Oui, donc 100. tes chances pour arriver à ça, déjà en Bah, termes oui. physiques, en termes de motivation et derrière en termes d'opportunités tout court, elles étaient quand même très faibles. Très faible, je n'étais pas fait pour ça. Je pense que de base, tu vois, j'ai refait en fait, moi, de base, je pense que je suis un très gros créatif. Et banque d'affaires, c'est pas au début, c'est pas un truc de créatif. Hein, on fait des chiffres, etc. Et là, du coup, j'étais dans. Le truc qui s'est passé, c'est que j'étais dans le métro un jour, j'étais au bout de ma vie, j'étais dans le métro ligne 1 pour aller à la Défense. Et là, je vois une femme en face de moi d'une quarantaine d'années, 40-50 ans, et je vois qu'elle était pas bien, quoi. Et là, en fait, j'ai projeté toute ma vie sur elle et je me suis dit, bon, en fait, elle est pas bien, elle a son mari, bon, ils ont des bons salaires, ils habitent à Paris, ils ont un ou deux enfants, et en fait, elle fait juste son taf parce qu'elle peut, elle est bloquée, quoi. Elle peut pas, ils ont des engagements financiers, et, elle peut pas partir. Et je me suis dit, je veux pas être dans sa situation à elle. Et du coup, je crois que c'est 6 mois plus tard. Alors là, du coup, le jour même, je suis allé voir ce qui se passait aux États-Unis. Je me suis dit, comment gagner de l'argent sans travailler. Ok. Donc, je suis allé sur des blogs américains et tout. Et 6 mois plus tard, je partais de la banque. Et de toute façon, moi, je pense que pour moi, on a tous des expériences à vivre. Et de toute façon, la vie nous présente des expériences qu'on va vivre. Mais ce bout-là était pas fait pour moi, quoi. C'est intéressant. Alors, tu vois, j'ai lu il y a pas longtemps un article qui a été écrit par Dominique Méda, c'est une sociologue du travail. Et elle disait, il y a toujours cette espèce de conflit interne chez les gens on vit dans une société capitaliste, donc il y a un besoin d'avoir un revenu à la fin du mois. Et en même temps, ce besoin de se sentir libre, de s'accomplir par ses compétences, par des projets créatifs, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le FIRE, tu proposes une forme de solution. En tout cas, qui n'est pas simple, puisque tu le dis toi-même, ça demande vraiment de comprendre le mécanisme, ensuite de faire de gros efforts, devenir frugaliste, je pense, compter ses restos, se restreindre sur des vacances, dire non, je sais pas, à des sorties, à des opportunités, à participer à un cadeau de mariage, enfin, on peut imaginer plein de choses. Tout ça, ça demande une forme de, comment on pourrait dire, de détermination et de courage que tout le monde n'est peut-être pas forcément prêt et capable de faire. Donc, je trouve ça intéressant. Après, comment est-ce qu'on peut penser juste ce projet-là pour essayer de trouver un juste équilibre entre le travail qu'on veut fournir et la liberté financière? Comment est-ce qu'on peut le penser en tant que plan de carrière pour quelqu'un qui, justement, est la personne que tu décrivais, que tu étais il y a quelques années, qui gagne 2, 3, 4, 5 000 euros dans une boîte aujourd'hui, qui se sent un peu prisonnier du salariat et qui ne se projette pas pendant encore des années dans ce modèle-là? Comment est-ce qu'il peut faire ses premiers pas pour enclencher une démarche FIRE? Je pense que quand il y a une personne qui a à cet endroit-là, il faut comprendre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire et ce qui nous apporte de l'énergie. Et regarder aussi ce qu'il y a le maximum de ROI. Alors, il y a la première étape, on est obligé d'y passer. Alors, je vais dire pourquoi, mais c'est quand même une étape où on reprend en main ses finances. Donc, reprendre en main ses finances, c'est pas forcément de monter à 50-80% d'économie. Alors, moi, j'aime bien être extrême dans les trucs pour voir vraiment ce que ça fait. Donc, je l'ai fait un moment, c'était très bien. Là, alors bon, maintenant, c'est plus compliqué. Enfin, mon schéma est un peu compliqué pour moi, donc je peux pas donner des chiffres. Mais en gros, c'est déjà de se dire, OK, concrètement, de voir ce qu'on dépense et de se dire, est-ce que je suis capable d'épargner 10%, 20% de ce que je gagne et au moins de maîtriser ça. Pourquoi? Parce que généralement, quand on est un petit peu perdu, quand on est dans un métier où c'est dur, on a tendance à aller chercher des distractions qui, potentiellement, l'argent peut être utile. Donc, on va payer des choses plus chères, on va payer des vacances plus chères, en fait, on va burner de l'argent pour se sentir mieux. Et du coup, là, il faut reprendre les mains dessus. Pourquoi? Parce que le reste du FIRE, et même le reste de sa vie de façon générale, on va prendre d'autres risques. Et si on n'est pas en contrôle de sa gestion financière, ça va être compliqué, voire même suicidaire, d'aller prendre des risques derrière. Après, une fois qu'on a ça, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je pense que je peux faire comme premier pas pour me lancer dans mon FIRE? Alors, bien sûr, on peut faire des calculs. Donc, on peut très bien se dire, voilà. Donc, généralement, ce qu'on fait quand on commence cet exercice, et je pense que tu dois faire la même chose, c'est de se redire, OK, c'est quoi la vie que je veux? Peut-être ma vie rêvée. Après, peut-être la vie que je peux réaliser réellement. Et on diminue. Et après, on met un pricing. Donc, on se dit, par exemple, je vais avoir un enfant, c'est 500 euros par mois ou 800 euros par mois. Je veux avoir un appartement de telle superficie, ça coûte tant, etc., etc. En fait, on fait le budget de sa vie à terme. Une fois qu'on a le budget de sa vie à terme,
on va se dire, OK, c'est 2 000 € par mois, donc c'est 600 000 € d'investissement, c'est 4 000 € par mois, du coup, c'est 1,2 million d'investissement, etc. On va se dire, OK, voilà la poche que je dois atteindre pour avoir ça si c'est purement passif. Et après, on va se dire, comment je fais pour avoir cet argent-là tous les mois. Donc, si c'est de la bourse, on peut faire des calculs pour voir combien on peut épargner tous les mois, est-ce que ça va représenter à la fin. Donc, on se dit, voilà, si par exemple, je mets 200 ou 300 ou 1 000 € par mois, voilà ce que ça va faire au bout de 5 ans si on se donne un horizon de 5 ans. Après, on va se dire, bon, bah, je peux peut-être acheter, aujourd'hui, je peux emprunter 200 000 €. Peut-être que si j'utilise ce système, je peux monter jusqu'à 600 000 €. Donc, sur 1,2 million, 1,4 million, je vais avoir 600 000 €, ça vient de l'immobilier. Je vais avoir 300 000 €, ça vient de la bourse. Et après, je vais dire, bon, bah, il me manque un truc. Qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je pourrais faire comme business? Ou sinon, je dis, OK, bon, bah, je ferai un business après. Je verrai ça après. Et après, on se lance, petit pas. On reprend en main sa bourse, l'argent, on investit, on ouvre un compte, on investit en bourse si on ne l'a pas déjà fait parce que c'est plus simple. On peut rester chez soi, il n'y a besoin de quasiment rien. Intellectuellement, c'est vraiment pas dur de faire ça. Après, pourquoi pas, si ça nous intéresse, on fait de l'immobilier, donc comme ça, on voit si on veut le faire, si ça nous intéresse. Et après, on peut passer à l'IMO. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et après, est-ce qu'on traite fondamentalement les problèmes de fond? Je ne suis pas sûr. Parce que, et là, je pense que c'est plutôt un boulot que toi, tu fais, c'est de se dire, en théorie, hein, bon, le bonheur est intérieur. Donc, ça veut dire que si on n'est pas heureux, c'est pas l'extérieur qui va nous apporter le fait d'être heureux. Mais justement, c'était très intéressant, je trouve, ce que tu disais sur le fait de compenser, parce que moi, j'appelle des plaisirs hédoniques, tu vois. Les trucs, voilà, on sort du boulot, tu peux te faire un super resto, tu peux prendre un billet d'avion pour partir en week-end. Bah, ça, c'est des plaisirs très court-termistes, mais aller chercher quelque chose qui va nous rendre plus heureux sur le long terme, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant cette démarche-là de construire un plan d'action pour sa vision long terme. Voilà. Ouais, en fait, alors, ce qui est fantastique, c'est que généralement, quand on est dans une phase de transition, c'est que ça va pas. Et en fait, il faut apprécier ces moments où ça va pas, parce que c'est les moments où on va changer. Quand on va mal, quand les trucs vont mal, voilà. Bon, après, il y a un travail à faire sur le mindset. Le mindset, c'est simplement, ça ne changera pas votre vie au quotidien. Par exemple, si là aujourd'hui, alors, j'ai plein de boîtes, je dois avoir même des procès, j'ai plein de trucs. Ce qui est normal quand on prend des boîtes en difficulté, etc. Mais si j'avais pas un bon mindset, j'irais me coucher là maintenant, j'arrêterais toute ma vie. Le bon mindset, c'est simplement de se dire, bon, bah, t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions, demain, ça ira mieux. Dès qu'on a ce mindset-là, rien n'a changé dans ma vie. Hein. J'ai toujours mes problèmes, j'ai toujours mes trucs, j'ai toujours des clients qui ne payent pas, etc. Mais je suis bien, quoi, je suis mieux. Et en réalité, c'est de se mettre dans ce mindset, de dire, OK, tout va bien aller, de se faire un plan aussi, de donner une vision, de dire, OK, voilà où je peux y aller et y croire un peu, et de se lancer dans la démarche. Et en fait, de faire tous ces petits trucs-là, ça va permettre aux personnes de se sentir mieux déjà par rapport à là où elles en sont et de lancer les petits pas. Après, pour tous ceux qui nous écoutent, même ceux qui vont faire des super changements de vie, etc., il y aura toujours des moments de down. Et en fait, le seul truc qu'on peut faire, c'est finalement réussir à vivre avec... plus vous allez prendre sur vous, travailler, plus finalement la difficulté, vous n'allez pas l'avoir. Et ça, on ne veut pas l'entendre quand on n'est pas bien. Mais parce que quand on n'est pas bien, déjà, on ne peut pas faire face à ce qui va mal dans sa vie. Mais en réalité, là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes mal dans votre vie, vous allez bosser, vous allez avancer. Dans un an, peut-être que vous allez avoir même la même difficulté qui sera là, latente, mais vous n'allez plus du tout l'avoir parce que vous êtes beaucoup mieux équipé, quoi. Et puis, je pense aussi qu'il faut voir ça sous le prisme d'une compétence à développer. Tu vois, moi aussi, j'ai été salariée avant d'être indépendante. J'avais une aversion au risque quand même plutôt grande. Je ne sais pas comment j'ai pu devenir indépendante il y a 3-4 ans. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, chaque étape, chaque difficulté que j'ai surmontée sur ma boîte, sur des clients qui ne payent pas, sur des downs, etc., mais en fait, c'est très compliqué sur le moment, mais c'est des apprentissages. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme quelque chose sur lequel on va progresser grâce à la méthode des petits pas, comme tu le disais. C'est bien sûr dans une situation à un instant T où on n'est pas bien, on ne voit pas ce qu'on va pouvoir faire après, c'est très complexe. Mais c'est comme tout, quand vous avez été salarié pour la première fois, vous ne saviez pas ce que c'était, quels étaient les jeux politiques dans l'entreprise pour monter. En fait, c'est la même chose, c'est juste un autre format sur lequel il faut se lancer et progresser. Oui, puis on ne le voit plus. Si vous avez la chance d'avoir des enfants et que ils partent pour la première journée en maternelle, ils sont au bout de leur vie, ils pleurent, etc. Ils sont pas bien. Et vous, en fait, vous vous rendez même plus compte. Donc, si vous avez de l'empathie, oui, vous allez voir. Mais en fait, vous allez peut-être même pas penser que ça va avoir lieu. Pareil, un premier entretien, terrible. Et pareil pour augmenter. Alors que vous allez effectivement vivre ces choses-là. Après, il faut faire attention, je pense.
et tu dois en voir, toi, pas mal, c'est qu'on a tous une limite je pense, une limite de capacité de choses qu'on est capable d'encaisser sur une période donnée ou même sur une journée. Et du coup, il y a un moment, il faut quand même savoir dire stop. On n'est pas Superman, on ne peut pas tout gérer. Donc, à un moment, par exemple, vous commencez une journée, vous sentez que vous êtes, vous êtes entrepreneur, vous commencez à traiter les gens qui ne vous ont pas payé, vous commencez à vous rendre compte, vous demandez comment vous allez vous payer à la fin du mois, vous dites, bon, l'année prochaine, tout l'écosystème évolue, voilà. Peut-être un moment arrêter, quoi, parce que en fait, on est assez fragile. En vrai, peu importe, il n'y a pas une question de qui est le plus fort ou pas, il y a un moment où on peut craquer, quoi. Et là, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de burn-out qu'avant parce qu'on est moins dans des boulots opérationnels. En fait, si vous avez la chance de faire un boulot opérationnel ou vous concentrez sur l'opérationnel, il y a peu de chances que vous fassiez un burn-out. Là, aujourd'hui, c'est comme l'échange qu'on a. On est capable de se projeter. On va pouvoir dire, bah, tiens, je peux gagner tant en faisant ça, j'ai telle possibilité. Voilà ce qui est possible dans ma vie. Et en fait, on va tellement dans le mental et dans l'intellectuel qu'on est capable de se burner tout simplement. Et il faut se rappeler que c'est pas... qu'il y a un juste milieu à trouver entre faut y aller et prendre des risques. Moi, je suis un énorme risk-taker, mais en même temps, déjà, c'est pas fait pour tout le monde sur tous les risques. Et après, il faut doser, quoi. Il faut doser pour pas se perdre avec ça. Ouais, c'est... on appelle ça la maîtrise de l'impact dans le jargon futur de travail, tout ça. Le fait d'avoir le résultat tangible de nos actions, ça, c'est incroyable parce qu'on n'a plus l'impression de travailler dans le vent, quoi. En tout cas, il y a un sens qui revient. Donc, ça, c'est la première étape en termes de réflexion sur un plan de carrière. C'est vraiment déjà de se renseigner, de comprendre le fonctionnement et puis ensuite de faire la stratégie des petits pas. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu conseilles en termes d'ordre des piliers à mettre en place? Bourse, immobilier, business, dans quel ordre ça se goupille? Alors, en général, ça se goupille en bourse, immobilier, business. D'accord. Après, ça dépend des personnes. Par exemple, moi, j'ai des amis qui ont de l'aversion pour l'immobilier. Et ils ont acheté, il a acheté sa résidence, ils ont acheté d'ailleurs leur résidence principale. Par contre, ils n'iront pas, ils ont fait le side business d'abord. Ils ont fait le business d'abord. Parce que c'était beaucoup plus simple pour eux. Mais en général, c'est effectivement bourse, immobilier et business. Alors après, il faut faire attention parce que la bourse, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 100% passif. Si vous faites ça, si vous commencez à trader, etc. Alors moi, je n'ai pas d'ROI quand je fais du trading, donc même si j'avais été trader un moment avant, je ne comprends pas les ROI de ce truc. Donc le retour sur investissement. Par contre, l'immobilier, il faut faire attention parce que si vous le faites vous-même, effectivement, là, vous êtes en capacité de faire un x3 sur votre capacité d'endettement, d'aller beaucoup plus loin et d'avoir réellement de l'argent. C'est-à-dire, vous faites l'immobilier vous-même, vous pouvez acheter un immeuble et avoir 300 euros. Après, ça dépend du prix de l'immeuble, mais 300 ou 3000 euros par mois rien qu'avec un immeuble. La problématique, c'est que vous allez devoir faire l'acquisition vous-même, gérer les gens qui vont faire les travaux vous-même, trouver les locataires. Donc, ça demande quand même de l'énergie. Et après, si vous avez ces chiffres-là, en général, c'est parce que vous le gérez vous-même. Ça veut dire que, par exemple, moi, là, j'ai un château dans le Nord, j'ai 27 logements. Maintenant, j'ai des équipes qui bossent pour moi. Voilà, maintenant, j'ai des équipes qui bossent pour moi, où je salarie des personnes qui travaillent pour moi et qui me coûtent presque 5 000 euros par mois pour gérer mon immobilier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un sweet spot où, en fait, vous faites un ou deux biens qui sont des endroits qui se louent bien, etc. Vous n'avez pas de problème, c'est super. Quand vous montez sur 50, moi, à partir de 50 lots, c'était vraiment problématique. Ça vous rajoute vraiment un jour par semaine de boulot. Parce qu'il y a les quittances, vous avez toujours des problèmes, machin, etc. Vous pouvez sous-traiter une partie, mais vous allez gagner moins de cash flow. Donc, faire attention à ce qui est passif. Pareil, quand vous faites du business, avant que votre business soit passif, donc bien sûr, vous pouvez racheter, par exemple, un site internet qui tourne, qui fait déjà du SEO, qui fait déjà des ventes, mais vous allez payer très cher. Donc, déjà, vous allez sortir du capital. Et après, une fois que vous avez le site, votre objectif, c'est quand même de le garder un maximum de temps, voire de faire augmenter. Donc, vous allez devoir bosser un peu plus. Donc, la notion de ce qui est passif, de pas passif, si vous voulez atteindre votre FIRE, vous allez forcément passer par une période de plus de boulot. Alors, vous n'allez peut-être pas le ressentir comme plus de boulot, mais plus de boulot et plus de moyens, plus d'éléments qui sont finalement pas passifs, quoi. Ça fait le lien avec un sujet dont on parlait tout à l'heure en off. Quand on investit dans des projets comme ceux-là d'immobilier ou de side business, c'est quand même des projets qui demandent de s'investir sur une certaine période de temps. Moi, dans mon audience, sur le TIL, j'ai beaucoup de personnes qui sont des profils de slashers, des gens qui ont envie de monter différents projets, etc. Comment est-ce qu'on fait pour construire une vision long-termiste sur un projet FIRE quand on sait que soit on est plutôt quelqu'un qui aime changer de projet tous les, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, quoi.
Ils sont rapides, les slashers. Ils sont, non, ils sont pas rapides, ils sont longs. C'est vrai qu'un slash de 7 ans, c'est long. Bon, alors 2-3 ans peut-être. Ouais, 2-3 ans. Même, en fait, je pense qu'il y a des skills différentes à apprendre. Si on sait que nous, on ne peut pas tenir... De toute façon, alors moi, j'ai mes projets tous les 6 mois. Donc, normalement, tous les 6 mois, je sais ce que je fais, enfin, ce que je suis censé faire ou régler dans ma vie en 6 mois. Et après, ça s'inscrit dans un projet plus long. Donc, j'étais assez connu pour avoir mon projet Fire. Je l'avais fait il y a super longtemps. Fait que j'ai mis le nombre d'argent que je voulais à quel moment, le nombre d'appart, le nombre de trucs, plan sur 10 ans, 15 ans. Wow. Et quand j'allais avoir des enfants, etc. Bon, spoiler, c'était l'année dernière, j'ai toujours pas d'enfants. Bon, voilà. C'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. Et en plus, vu que moi je suis assez bullish, je crois que j'ai pas. Non, s'il y a des moments, j'ai eu des coups de génie. Tu vois, je sais pas, il y a des trucs qui sont arrivés comme ça, du coup, ça a avancé un peu plus vite. Bref, ce que je veux dire, c'est quand vous connaissez un peu qui vous êtes, il faut simplement vous dire, OK, moi, au bout de 2 ans, ce business, je ne vais plus le traiter. Donc, il faut se dire, OK, quels sont les business que je peux faire, lancer, jusqu'où je dois l'emmener pour qu'à la fin, je puisse, par exemple, le revendre. Et en fait, vous imaginez lancer un business et le revendre au bout de 2 ans. Ouais. Prenons ton cas. Disons que ce que tu fais aujourd'hui, ça pourrait très bien être un side business. Donc, c'est un side business. Tu vas dire, OK, je vais lancer un média autour de la reconversion. Bon, là, en l'occurrence, ça veut dire que c'est ton business. Mais à l'époque, c'était un side business. Voilà. Lancé comme ça. Ouais. C'est ce qui est vachement bien. Si demain, vous voulez quitter votre boulot, vous mettre à votre compte, pourquoi pas maintenant lancer quelque chose, tester, quoi. Donc, tu lances ça et tu te dis, finalement, disons que tu n'as plus envie de faire ça. Donc, tu as ton podcast, il tourne, il fait, on va dire, disons qu'il est monétisé, il fait 1000 euros par mois. Il est dans un secteur, tu touches, on va dire, alors je ne sais pas si on peut donner tes vrais chiffres, mais... Ah oui, pas de souci. Ouais. Alors, on lance, parce qu'on en a parlé juste avant, donc tu fais 5000 écoutes par mois, et tu te dis, OK, aujourd'hui, j'ai un podcast qui fait 5000 écoutes par mois, tu récupères combien de leads à peu près par mois? Ouais. Global, business, plutôt business d'ailleurs. En B2B? Ouais, B2B. Je dirais 3 ou 4. Donc, tu as 3 ou 4 leads. Ouais. Et un lead, généralement, tu le vendrais combien? Oh, c'est dur de dire. Ah, c'est dur. Ouais. Disons que 1000 euros. Partons sur un truc. OK. Disons que tu as 1000 euros et tu arrives à en convertir combien par mois? Mais parce qu'en fait, j'ai un truc très complexe de capacité de clients. Voilà. Parce que j'ai une offre B2C et j'ai une offre B2B. Ouais. Donc, c'est compliqué. Enfin, en fait, je ne prends pas des clients B2B chaque mois. OK. Par contre, je prends des clients B2C tous les mois. Partons de ça. Disons que là, aujourd'hui, tu te dis, OK, en fait, je me rends compte que là, facilement, sans les traiter, j'ai 4 clients qui arrivent tous les mois et je me dis, vu ce que je fais, que disons que c'est des clients de formation et que tu pourrais vendre une journée de formation à 1000 euros, même plus, je ne sais pas combien tu vends, mais ça, c'est les prix un peu du marché, 1000, 2000 euros, quoi. Et tu te dis, finalement, je peux très bien revendre ce podcast à une boîte ou à quelqu'un qui fait déjà des formations. Et si la personne continue le podcast, vu que là, tu as déjà de l'audimat, tu as déjà de l'audience, même si la personne, d'ailleurs, c'est comme ça que tu peux la toucher, la personne reprend le podcast, il y a déjà un nom, etc. Et finalement, elle va avoir ses 4 leads par mois. Peut-être qu'elle va réussir à en convertir 50%. Donc, elle va avoir 2000 euros par mois. Et donc, tu peux monétiser ton podcast là-dessus. Bon, tu as d'autres manières de le monétiser en fonction du nombre d'écoutes, etc. Mais ça... Généralement, ton nombre d'écoutes de podcast sera largement moins monétisé que l'apport business que tu peux en faire. D'ailleurs, je pense qu'il y a une partie, c'est le business que tu as aujourd'hui. Et du coup, finalement, ton side business, tu dis, OK, je le lance, tu es passionné par le truc, et à la fin, tu as toujours un exit possible. Par contre, ton exit, il faut le préparer un peu à l'avance. Disons que tu as envie de vendre ton podcast, donc vendre une boîte, ou même acheter une boîte, c'est entre 12 et 18 mois. Ça, c'est le process classique. Bon, là, on est sur une petite boîte, donc normalement, ça peut être plus simple. Il y a des choses qui sont plus simples à vendre que d'autres. Okay. Et là, par exemple, tu te dis, là, aujourd'hui, je commence à avoir fait le tour. En fait, tu as envie de faire autre chose dans ta vie. En fait, il faudrait commencer maintenant. Et ce que tu pourrais faire maintenant, c'est déjà contacter une personne qui est intéressée par tes leads et lui dire, tiens, écoute, j'ai des leads, viens sponsoriser mon podcast. Est-ce que tu as de l'argent? Tu vois comment tu négocies. Sinon, tu lui dis, je te prends 30% sur chaque deal que tu signes. La personne te dit, OK, pourquoi pas. Tu commences à lui envoyer tes leads maintenant. Elle se dit, putain, c'est des leads super quali. Toi, ça va te rapporter, si elle en signe, disons, 50%, donc on a dit 2,4, donc 2000 euros par mois. Et du coup, là, tu vas travailler avec quelqu'un, elle va dire, tiens, c'est super, tes leads, j'en veux plus. À un moment, tu vas dire, écoute, là, je vends mon podcast, tu as vu combien ça te rapporte, je te le vends. Alors, disons, tu peux lui vendre le potentiel aussi, mais tu lui dis, disons que ça reste toujours à 4 leads. Ton truc, il fait on a dit, du coup, 2000 euros par mois. Eux, ils doivent marger à 50%. Allez, ça fait 1000 balles par mois, 12 000. Tu lui dis, je te le vends. Alors, sur ces montants-là, il faut bien négocier. Moi, j'irais bullish. Je viendrais te voir, Victor. Ouais, je sais pas. Le tilt. Voilà. Et en gros, et là, tu vois, tu fais ça. Et en fait, ton side business,
tu l'as fait pendant un certain temps, et à la fin, tu l'as revendu, tu passes à autre chose. Et il y a plein de side business. En fait, il faut vous dire, alors il y a différentes phases, hein, parce que au début, déjà, on sait rien faire, et on a peur de plein de choses. Du coup, il y a une grosse phase d'éducation, et là, il faut y aller. En fait, il faut toujours se donner à 100%. Parce qu'au début, un podcast, on ne sait pas l'équipement qu'il faut, on ne sait pas quelles sont les questions à poser, on a peur de dire des conneries au micro, etc., etc. Et ça, au fur et à mesure qu'on va faire, on va gagner en expérience. Donc, c'est généralement son premier side business ou son premier business, c'est un peu compliqué. Et on va peut-être pas réussir à le vendre, on va peut-être échouer, ou je sais pas. C'est pas grave, parce que le prochain, ce sera mieux. Et en fait, plus on en fait, mieux ça va marcher. Ça, c'est certain. Est-ce que tu penses qu'il y a une obligation de quitter le salariat? Moi, non, pas du tout. En fait, alors on en a parlé un peu, quel est le chemin de carrière pour réussir à faire son FIRE. Moi, quand on veut faire son FIRE, il y a quand même le driver, c'est quand même l'argent. Donc, il y a un moment, on a besoin d'avoir des montants d'investissement. Donc, on a besoin soit de devoir emprunter. Du coup, pour devoir emprunter, plus on gagne, plus on peut emprunter. Et de l'autre côté, on a besoin d'avoir d'argent pour faire face au projet. Et potentiellement, si on veut faire du side business, on a besoin de temps. Donc ça, c'est notre démarche. Mais vu qu'on a besoin d'argent, moi, c'est pas compliqué. À chaque fois, aller chercher, par rapport à mes compétences, les métiers où j'étais le mieux rémunéré. Donc j'ai terminé, le dernier salaire que j'avais, on était à plus de 10 000 euros par mois. Et j'avais pris un métier où, en fait, c'est là où je gagnais le plus pour avoir plus d'argent, pour pouvoir emprunter. C'est là où je dois acheter je sais pas combien de trucs, etc. Donc il y a quand même cette façon-là. Après, il y a une autre façon, ça dépend de son énergie aussi, de ce qu'on est capable de faire. Donc en fonction de son inspiration. Moi, j'étais dans des phases où je pouvais beaucoup travailler. Après, il y a d'autres approches. Donc, il y a beaucoup de gars qui sont dans mon réseau, il y a beaucoup de personnes qui sont chez Amazon, chez Google, Facebook, etc. Et là, on retrouve des profils qui sont très bien payés et qui, généralement, ont du temps. Ça paraît bizarre, mais ils ont beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'ils quittent ces boîtes-là, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, ils ont trop de temps. Et là, ça peut être intéressant, ces métiers-là. Pourquoi ? Parce que, déjà, on gagne vachement bien sa vie. En plus, on a du temps. Du coup, on peut lancer des trucs à côté. Ouais. Et par rapport à ce que tu me disais, le truc, c'est, en fait... Je pense que le driver de l'argent va faire une carrière où on va aller dans cette direction-là. Et après, le temps, en fait, il faut vraiment voir par rapport à ce qu'on est capable de faire. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tes questions. Mais... Si. Est-ce que c'est possible d'initier un FIRE tout en restant salarié ? C'est une histoire de combien on gagne et de quelle est la stratégie du FIRE, en fait. C'est ça. Et le salariat, si on n'est pas trop mal... En fait, déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ah, ça, c'est certain. Donc, faut arrêter avec ça. Et je pense que la majorité d'entre nous ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Sûr. Être entrepreneur, c'est choisir une vie où on a envie de régler pas mal de problèmes, de se confronter, je pense, à une réalité, et on a un type de personnalité particulier. Est-ce que la plupart des entrepreneurs ne gagnent pas bien leur vie ? On gagne mieux sa vie en tant que salarié. Et puis, c'est pas forcément agréable dans plein de secteurs de ne pas savoir comment on va manger à la fin du mois, quoi. Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est compliqué, puis on gère les choses différemment. Le salariat aussi, en fait, si vous êtes épanoui dans votre boulot, alors c'est pas forcément vous. Si vous trouvez, en fait, à un moment, on peut en discuter, mais si vous aimez bien votre boîte, parce qu'il faut vous dire, hein, en fait, la réalité de quelqu'un qui est FIRE, et du coup, moi, j'en vois pas mal, donc des gens qui n'ont plus besoin de bosser, ils n'arrêtent pas, ou ils retrouvent des tafs, ou ils refont des trucs. Justement, ça, c'était une question que je voulais te poser. C'est quoi les bénéfices, les avantages d'un FIRE ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément bien dans leur taf aujourd'hui, mais qui aiment travailler. Donc, qui ne recherchent pas forcément de FIRE et de ne plus rien faire, quoi. Ça revient aussi à ta première question. C'est aujourd'hui, votre identité, elle repose sur quoi ? C'est quoi vos différentes identités ? Donc, les personnes, ça va être d'un côté, pour beaucoup de personnes, ça va être le travail. Donc, mon identité, c'est que je suis directeur produit de Carrefour. Ça va reposer sur les enfants, la famille. Donc, je suis père de famille de 2 enfants. Et reposer peut-être sur, je suis un passionné de rugby, je ne sais pas quoi. Et nos identités aujourd'hui correspondent vraiment avec ce qu'on fait. Donc, les enfants, on fait quelque chose, etc. Le travail, c'est ce qui occupe les gens. La normalité, c'est d'avoir ça. Un peu moins aujourd'hui, ça évolue, mais bref, c'est ça. Ou d'être créateur de vidéos, on fait un truc, quoi. Du coup, quand on arrive au FIRE, là, on tombe sur des grosses questions. En fait, aujourd'hui, existentielles. Dans la vie de la plupart des gens, ils ne se posent pas trop de questions. En vrai. Parce que quand on est obligé de bosser toute la journée, on est obligé de bosser toute la journée. Oui. Et on peut se plaindre. Voilà, oui, parce qu'effectivement, si votre boss vous demande de bosser beaucoup, c'est compliqué. Par contre, une fois que vous avez l'argent qui est nécessaire pour ne plus travailler. Alors, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas encore le niveau, j'ai pas encore mon niveau maximum d'argent.
Je voulais te demander d'ailleurs, toi, est-ce que tu partages où t'en es dans ton FIRE ou pas? Ouais, je partage assez souvent. Ouais. Ok. Alors, t'en es où? Alors, et ouais. quelle est la perspective pour toi de ne plus avoir à travailler? Je mets des guillemets, vous voyez pas, je mets des guillemets, mais travailler dans le sens pour gagner de l'argent pour manger, quoi. C'est un peu compliqué. On critique pas mal là-dessus parce que, en gros, alors ça dépend comment sont calculés les revenus. C'est un peu compliqué. En fait, il faudrait que je refasse un truc un peu plus stabilisé. En gros, par exemple, meilleur mois de l'année dernière, en un mois, pour moi, j'avais 200 000 euros en un mois. Okay. Donc, que toi, à titre personnel, tu as touché? Alors que je n'ai pas sorti, mais que j'aurais pu toucher. Après, il y a les impôts, on ne va pas sortir tout ça. Là, aujourd'hui, de façon... quoi qu'il arrive et continue, et que je ne peux pas changer en réalité, j'ai entre 8 et 12 000 euros que je touche tous les mois. Après... Là, la question qui se pose, c'est on me dit ouais Victor, pourquoi t'arrêtes pas? Bon, parce que d'un autre côté, moi j'aime ce que je fais, sauf que j'ai tendance à faire ce que je fais avec beaucoup de risques aujourd'hui. Du coup, ce que je fais, j'ai une vie assez dure de temps en temps. Donc ça, il y a des problématiques là-dessus. C'est-à-dire, je lance beaucoup de projets, et plus on multiplie le nombre de projets, plus on a des emmerdes. Et vu que je suis habitué à vivre avec un niveau de risque assez important, j'ai beaucoup de trucs qui peuvent péter. T'as beaucoup d'emmerdes. J'ai beaucoup d'emmerdes. Et du coup, ça, c'est un truc que j'essaie de régler en ce moment. Donc, on en parlait, il y a des boîtes que je vends, etc. Donc, j'essaie de m'alléger. Donc, en tout cas, d'un point de vue... et puis, surtout, quand on prend beaucoup de risques, là, par exemple, j'ai failli racheter le mois dernier, d'ailleurs, c'est toujours en cours, mais une entreprise à 10 millions d'euros. Une entreprise à 10 millions d'euros aujourd'hui pour moi. Donc, en gros, mon patrimoine global aujourd'hui, c'est... brut, c'est entre 10 et 20 millions. Et là, je suis en train de racheter quelque chose à entre 10 et 20 millions. En mettant quasiment 100% de dette. Du coup, j'ai mais par contre, je rachète un truc. Bon, c'est une boîte, il y a 50 salariés. Potentiellement, ça peut mal se passer. Donc, je suis encore dans une dynamique où moi, j'aime bien le next step. Ouais, alors ça, pour les gens qui nous écoutent, ils n'auront peut-être pas compris, mais du coup, tu lèves de la dette via une boîte, pas personnellement. Tu lèves pas 10 millions d'euros en perso. Ouais, en perso, là, je suis pas loin de 10 millions d'euros déjà, en perso. Mais par contre, l'acquisition, là, en l'occurrence de l'entreprise, c'est pas moi perso. D'accord. Là, ce serait une boîte. Donc, alors, j'ai différents systèmes. Alors, après, moi, j'ai beaucoup de dettes en perso. J'ai aussi des boîtes qui ont beaucoup de dettes. Ouais, d'accord. Parce que ça, c'est un schéma, en gros, pour vous enrichir. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on fait, mais en gros, la dette, ça sert quand même, si vous achetez quelque chose qui se rembourse, ça sert quand même à accélérer. Ou, par exemple, si vous achetez quelque chose qui vaut 10 000 euros avec de la dette, vous faites 100%. Vous revendez à 20 000 euros, vous avez gagné 10 000 euros. Moi, aujourd'hui, dans mon système, et je pense pour la majeure partie des personnes qui nous écoutent, 10 000 euros, on va vite le bout. Demain, vous n'avez plus de taf, vous vivez avec 10 000 euros. Ouais, ça va vite. En un an, Surtout à Paris. voilà, là vous êtes mort. Par contre, vous achetez un truc à 10 millions d'euros, vous faites x2, vous revendez à 20 millions. Oui, c'est pas les mêmes ordres là, de grandeur. vous avez 10 millions. Et du coup, moi, je commence à aller dans ces échelles de grandeur-là. Ça m'intéresse, sauf que là, je pousse un peu... c'était pas c'était un peu mon but initial aussi, mais c'est pas... Du coup, j'ai un FIRE un peu particulier, là. Est-ce que quand tu t'es lancé, justement, dans cette démarche, tu avais envie d'aller sur ces montants-là? Alors, je pense que non. À mon avis, je n'avais pas vu tout le chemin. Après, j'avais quand même un niveau de vie. Alors, j'avais calculé mon niveau de vie minimum à Paris. C'était 8 000 euros par mois d'argent. Donc ça, je l'ai atteint à 32 ans. D'accord. T'as quel âge? 35, là. Ok. Et alors après, c'est exponentiel. Bon, c'est exponentiel parce que on a compris comment ça marche. Et après, la compétence que tu as développée. La compétence qu'on a développée. Donc, j'étais à 4 000. Ça m'a pris quand même 7 ans d'arriver à 4 000 euros par mois. Un peu plus de 7 ans d'ailleurs. 9 ans, je crois. Donc, à 30 ans, j'ai commencé à 21. D'accord. Donc, ça m'a pris pas mal de temps d'arriver à ces 4 000. Et après, 8 000 à 32, même 12 000 à 32. Après, il faut voir d'où viennent les revenus aussi. Donc, il y a des choses où... on a des assets, des actifs qui potentiellement... par exemple, moi, dans mon FIRE, il y avait les 2 500 euros de l'espace de coworking ici. Si demain, je le vends, j'ai 2 500 euros en moins tous les mois. Ça fait 2 500 euros en moins tous les mois. Donc, en fait, c'est assez dur pour moi de répondre dessus, quoi. Ok. Alors, du coup, est-ce que je peux te poser cette question? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Je pense que oui. Je pense que j'ai des problématiques perso, déjà, de 1. Je pense que c'est un truc familial que j'essaie de régler, où, en fait, je viens d'une famille où... en gros, nous, on doit aimer ce qu'on fait. Vu qu'on aime ce qu'on fait, on est les meilleurs. Et vu qu'on est meilleurs, on gagne beaucoup d'argent. C'est un truc familial très bizarre. D'accord. Et c'est un peu... D'ailleurs, c'est Fouquet qui avait ça aussi, au temps de Louis XIV. D'accord. Et ça, j'essaie de m'en débarrasser. Donc, c'est un peu dur quand on est habitué à ça. Je suis aussi drogué à ça.
Littéralement, l'année dernière, j'ai acheté, je crois, 50 apparts, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, et cette année, depuis le début de l'année, à zéro. Et en fait, je comprenais pas. J'étais sur d'autres projets, hein, mais et j'étais là, j'ai l'impression que j'avance pas dans ma vie, tu vois, machin. Et en fait, là, j'ai discuté avec un pote qui achète beaucoup d'apparts. Et je lui dis, ouais, t'as fait quoi? Il me fait, ouais, j'ai acheté 12 apparts et tout, ça avance bien et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, moi, j'avais. En fait, T'as l'impression de stagner. bah oui, c'est comme quand t'as des likes sur ton truc Insta, tu vois. Moi, dès que j'achetais un appart, j'avais mon truc de dopamine. Et en fait, ça te maintient, tu Oui, vois. c'est parce que la norme, elle évolue. Ouais, oui. Ta norme de 21 ans et ta norme de 35 ans, elle a évolué avec ce que tu as déjà accompli. Et puis surtout que ça te permet, en fait, quand on a des. C'est pour ça qu'après, tous ces trucs-là, c'est quand on fait face à des enjeux, il faut toujours des quick wins, enfin, il faut toujours des wins tout le temps, quoi. Dans votre vie, il faut des wins. Par exemple, cette semaine, si votre win, c'est d'aller courir une fois cette semaine, ok, votre job, ça va mal, avec vos enfants, votre mari, ça va mal, vous êtes allé courir, et ben en fait, vous êtes juste peut-être contente parce que vous êtes allé courir et puis ça vous fait votre semaine. Donc surtout, allez courir chaque semaine. Voilà. Allez-y. Allez-y. Ah, c'est intéressant. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans notre conversation, c'est que je sens que c'est pas simple de répondre à cette question de une fois que financièrement on est libre, qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Je pense que c'est très en lien avec qui on est, son histoire, etc. Mais je sens que c'est compliqué. Est-ce que toi, dans ta communauté, il y a des choses qui reviennent beaucoup? Du temps libre, je sais pas, tu vois, moi je fais de l'équitation par exemple, j'ai un cheval dans les Yvelines, passer du temps avec mon cheval, et c'est quoi les items qui reviennent le plus? Alors il y en a pas mal qui sont, en fait, c'est un peu particulier. Donc, alors il y a des gens qui, en fait, il y a des passionnés. En fait, finalement, il y a pas mal de profils. Je sais pas s'ils sont réellement HPI ou je sais pas quoi, mais ils sont un peu comme ça. Du coup, eux, ce qui les intéresse, c'est justement de lancer des petits projets. Donc, il y en a pas mal, en fait, depuis qu'ils sont... D'ailleurs, c'est pas mal de gars, finalement, qui étaient, eux, dans les cryptos, pour le coup. Et ces gars-là, déjà, ils ont vendu tout. Alors, ça dépend des sommes, hein, mais il y a aussi d'où vient l'argent. Voilà, il y a aussi d'où vient l'argent. Donc, par exemple, on est Fire. Ok, vous êtes Fire demain, disons, vous gagnez 4 000 euros par mois, ou je sais pas, 10 000 euros par mois, ou 2 000 euros par mois, peu importe. Là, vous êtes Fire, donc c'est bon, vous pouvez arrêter de bosser. Sauf qu'après, d'où vient votre argent? Si votre argent vient de 100% de bourse et que ça tourne et que vous n'avez pas trop peur, vous dites OK, il n'y a pas de problème. Si l'argent vient totalement de l'immobilier, où vous avez des trucs, c'est un peu compliqué, etc., généralement, les Fire, ce qu'ils font, au bout d'un moment, dès qu'ils ont un peu de gras, ils vendent tous les trucs qui sont compliqués. Ils essaient de s'alléger, ils essaient d'être le plus chill possible, quoi. Donc, ils font ça. Après, tous ceux qui sont un peu passionnés par des projets, ils lancent plein de projets. Donc là, par exemple, je pense à Christophe. Donc lui, il est, je sais pas, il doit avoir 5 millions en crypto, voilà, il est très bien. Et là, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il teste des projets d'IA. Donc, il s'amuse à tester, à programmer des trucs sur une journée, il s'amuse à lire des livres particuliers. En fait, chacun retourne Et lui, il adore faire ça. C'est plus simple pour ceux qui ont déjà... Alors, c'est assez bizarre parce que c'est ceux potentiellement qui arrivent le moins. Ceux qui ont déjà des passions comme toi, genre l'équitation. Moi, de mon retour d'expérience, c'est ceux qui arrivent le moins. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà quelque chose qu'ils aiment faire aujourd'hui et qu'ils vont faire passer en avant sur leur projet Fire. C'est très bizarre. Non, mais tu sais quoi, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas mal réfléchi à ces questions ces derniers mois, à titre personnel. Et quand je pousse la réflexion, quand je me dis, bon, imaginons, genre, j'ai une vie où j'ai plus du tout besoin de travailler, je sais pas moi, d'avoir un business avec des contraintes, etc. En fait, je crois que je veux pas. Tu vois, mais aussi parce que je kiffe ma vie aujourd'hui. J'adore mon business, j'aime bien mon équilibre pro-perso, enfin, tu vois. Et quand je pousse ce truc, autant j'ai envie de progresser sur les sujets de liberté financière, etc. Mais je pense qu'il y a un truc de peur, tu vois, de l'espèce de vide, tu vois, de te lever le matin et te dire, oh waouh, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on remplit notre vie. Mais en réalité, alors derrière, si on va dans l'évolution, notre évolution, et je te la souhaite, c'est à un moment, on arrive à être dans la présence. Donc, quand tu arrives à être dans la présence, c'est tu arrives à goûter à chaque moment sans jugement. Donc, tu es juste là et tu goûtes le moment. Alors, je ne suis pas l'exemple parfait de ce truc-là, tu vois, mais quand tu arrives à ce moment-là, finalement, tu te dis, tu n'as pas besoin de remplir ta journée. Et tu vas avec ce que la vie t'envoie. Alors ça, c'est la sagesse. Alors, tu as un super livre, Vivre le moment présent, il faut le lire au moins une dizaine de fois. C'est vrai que j'ai jamais réussi à le lire. Ah ouais, moi non plus, tu vois. J'ai essayé au moins 5 fois et à chaque fois, au bout de genre 50 pages, je suis en... Il y a beau projet pour toi cette année-là. Tu vois, tu peux y aller. Alors, moi, j'ai un père qui est à fond là-dedans, tu vois. Bon, bref, alors t'imagines, moi, ça n'a toujours pas marché. Mais en gros, tu peux arriver à un stade où tu peux... en fait, tu vas être confronté à toutes les... En fait, on occupe, notre mental va nous occuper pour nous protéger de ça, en fait. Et il va même nous ramener vers, il faut que tu sois dans l'action, etc.
Après, par exemple, pour les autres, il y en a une qui est passionnée de lecture, maintenant elle lit beaucoup. Il y en a d'autres qui sont passionnés de voyage, ils voyagent beaucoup. Il y en a d'autres, ils ont leur famille. Donc, quand on a une famille, c'est bon, déjà, déjà c'est un boulot à part entière. Donc, Ouais, je pense. C'est un beau projet. Il n'y a pas trop. Et quand même, moi, ce que je retiens, alors après, c'est peut-être dans la communauté que j'ai, il y a quand même 30 à 50% des gens qui continuent à bosser. Ouais. Freelance. Et puis, ils sont. Alors, pour le coup, souvent des mecs, ils sont encore un peu. Bon, ils ont 40, 50 ans. Ils ont un peu quitté ce truc de performance, mais ils sont encore un peu dedans. Et donc, vu qu'ils sont très compétents dans leur domaine, tu vois, par exemple, ça peut être en organisation. J'en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs avec lui. Et lui, il est FI, donc il est Financial Independent, mais il met pas le FIRE. En gros, moi, en vrai, je suis pas FIRE, moi, je suis FI en fait. Mais alors, je suis FI, ça dépend du FI, ça dépend aussi de vie qu'on veut. Mais je suis pas FIRE. En fait, j'ai pas arrêté. Donc après, c'est du branding. Moi, je mets FIRE, mais en fait, je suis FI, quoi. Ouais. Ok, intéressant, super. J'ai une dernière question pour toi, Victor, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Ouais, j'ai peur. J'ai entendu la première, la dernière maintenant. Je te l'ai envoyée en plus. Vas-y. Oui, mais tu vois à quel point je lis tout ce qu'on m'envoie. C'est clair. Donc, ma question signature, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, bref, qui tu veux, pour te conseiller, t'épauler tout au long de ta carrière, tout au long de ta vie, qui est-ce que tu mettrais dedans ? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai écouté. C'est maintenant que je me rappelle que j'avais écouté plusieurs fois ton podcast. Donc, j'ai bien entendu cette question sur ton podcast. Alors, moi, je mettrais. Alors, ça paraît assez bizarre. Alors, je ne sais pas si j'ai les noms exacts. Alors, je ne sais même pas s'ils sont en vie. Mais je mettrais pas mal de personnes spirituelles. Ok. En fait, aujourd'hui, je pense que je suis à un cap où, en vrai, il faut que j'arrête un peu. Toujours de l'opérationnel. Donc, je prendrais un entrepreneur qui a. Alors peut-être que je prendrais l'auteur de Père riche, Père pauvre pour voir comment il a fait et la voir et discuter avec lui. Okay. Pourquoi pas, parce que on est un peu sur la même lignée. Moi, je pense que ça doit être un peu particulier de discuter avec lui. Je prendrais au moins 2-3 personnes spirituelles parce que je pense que c'est un peu l'évolution là où j'en suis. Ok. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui sont mortes. Donc, tu penses à qui, par exemple ? Je pense à... Alors, un peu particulier lui aussi, parce qu'il a monté une secte, mais tout ce qui est un peu au chaud, tout ça, tu vois, dans ce moment-là. C'est un gars, c'est très bien ce qu'il a fait jusqu'à un moment où il a vrillé. C'était un plomb. Ouais, tu sais, il s'est retrouvé avec des gens, tu vois, avec plein de femmes et tout. Je pense que voilà, beaucoup de problèmes. Ouais, voilà. Mais par contre, ses premiers bouquins sont vachement bien. Donc, je mettrais des personnes comme ça. Et quoi d'autre ? Donc, je dirais 2-3 personnes spirituelles. Une personne un peu business, à peu près sur le même secteur. J'éviterais les gens trop, je pense, pushy, type Elon Musk, type tout ça. J'éviterais parce que chacun choisit sa vie, mais je pense pas. Je suis pas très clair, effectivement, sur ta question là. Mais c'est ça. Bon, je mettrais pas mal de spirituel. D'ailleurs, il faut que je le fasse. En fait, tu me fais penser à ça. Il faut que je le fasse. Surtout que mon board aujourd'hui, je l'ai un peu déconstruit d'ailleurs. D'accord. Ton board dans la vraie vie ? Ouais. En fait, j'ai une personne qui était mon premier beau-père, avec qui je suis resté en très bon contact. Et lui, donc, il a été DRH de grandes boîtes du CAC 40. Et après, il a dirigé un groupement d'écoles. Et je le vois assez souvent. Enfin, on voit pour qu'il me fasse des retours. Retours. J'en ai un autre qui, en fait, a très bien réussi justement dans la reconversion de formation et qui a fait beaucoup d'immobilier. D'accord. Donc là, il a 45 ans. Et lui, il est dans mon board. Personne ne le connaît. Enfin, il a fait l'école de la qualité, etc. D'ailleurs, à un moment, c'est marrant parce que je me positionnais sur un dossier et je me disais, mais ça me dit quelque chose. Il était en face de moi, en fait. Et il a eu le dossier, tu vois. Trop drôle. J'en ai un autre, c'est un self-made man qui a racheté une boîte que j'avais lancée il y a très longtemps et il a revendu. Il a fait des labos pharmaceutiques. Et lui, j'ai beaucoup aimé parce que pas du tout d'études. Alors, stéréotype un peu juif aussi, il a plein de trucs. Enfin, voilà. J'adore. Et après, j'en ai un qui est plutôt de mon niveau, qui est dans mon board, qui a vendu sa boîte, mais qui est dans totalement une autre direction. Alors, il n'a pas tant d'argent que ça, mais lui, il est... là, aujourd'hui, il a 2 enfants, il se pose des questions, justement. Il se dit, qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que j'en suis ? Et j'aime bien parce que on n'est pas très loin et j'adore ces réflexions. Donc en fait, j'ai ce board-là, mais avec des gens réels. Et mon board, et il faudrait que je repense à un board aujourd'hui, et je pense beaucoup plus spirituel. Ok, trop bien. Super, j'adore cette réflexion et ça me fait penser à une petite phrase que tu as dite pendant notre enregistrement. Tu as dit, je pense qu'à la base, je suis un créatif. Tu parles beaucoup de chiffres.
D'ailleurs, c'est quand on te voit et que tu calcules, etc., on voit que c'est vraiment quelque chose qui t'amuse. Mais je trouve aussi que dans ton parcours, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de business, l'envie de faire beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est intéressant de lier les deux, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est une grosse force. C'est hyper bien d'être créatif et je pense que si vous avez de la créativité, allez-y. Alors, si vous avez de l'intuition, c'est encore plus fantastique. L'intuition, moi, ce que j'entends par intuition, c'est à un moment où vous sentez les choses, quoi. Moi, pendant une grande partie de ma vie, je voulais pas écouter mon intuition parce que j'ai l'impression qu'elle était décalée. Enfin, j'étais pas sûr de mon intuition parce que peut-être que mon ressenti de la vie n'était pas ajusté. Donc, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, OK, il y a un truc qui va pas, mais c'est peut-être vous, quoi. C'est peut-être vous parce que vous n'êtes pas à l'aise, etc. Et après, la créativité, quand vous arrivez à la mêler avec du chiffre, ce qui est fantastique, c'est que ça vous permet finalement déjà de bosser avec d'autres personnes qui vont faire que votre réalité, elle existe. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire tout seul, parce que disons que vous savez ce qu'il faut faire dans un business. Au bout d'un moment, il va falloir gérer ce business. Et si vous êtes vraiment créatif, vous n'allez peut-être pas vouloir aller tout le temps dans cette sphère-là, quoi. Trop intéressant. Victor, merci beaucoup. Merci à toi, Léa. D'avoir partagé tout ça avec nous. Et je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour te suivre et découvrir tes contenus. Merci beaucoup, Léa. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Victor. Si vous êtes en pleine réflexion sur la manière dont vous pourriez faire évoluer votre carrière en vue d'atteindre la liberté financière, j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair sur les stratégies pour y parvenir. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt!